En matière de mots, de langue, il y a quelque chose qui me frappe pas mal. Ça concerne ce que j'appelle le phénomène micro-trottoir, on va appeler ça comme ça. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que, à défaut d'avoir des réponses sur un certain nombre de choses, et je pense qu'on est, au-delà de la crise du coronavirus, on est dans la crise, mais qui est plus ancienne que le coronavirus, de l'incertitude. On est aujourd'hui sur un certain nombre de choses dans un monde où il y a beaucoup de choses on ne sait pas. Et je crois que on n'aime pas ne pas savoir. On aime bien se raccrocher à des idées. Pour autant, il faut avoir à l'esprit qu'il y a des choses, bien qu'elles puissent être intéressantes, ne sont que des opinions, des avis, peut-être parfois des convictions. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir des certitudes. Or, je pense que sur un certain nombre de sujets au-delà du coronavirus, on en a peu. Et sur le coronavirus aussi, je pense qu'on en a peu. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à défaut d'avoir des certitudes, pour pallier effectivement à cette crise d'incertitude que on peut ressentir, on va nous proposer un certain nombre de discours qui, selon moi, sont mis sur le même plan, alors que ils sont bien différents dans leur nature. Moi, je suis assez surpris que sur des sujets de l'ordre du médical, on fasse une sorte de sondage, micro-trottoir, auprès des gens, pour leur demander ce qu'ils pensent de tel ou tel type de traitement. On va éventuellement interroger des personnalités, donc des gens qui ont un certain pouvoir de parole, un certain pouvoir médiatique, une certaine notoriété éventuellement. Et je reviendrai dans une deuxième vidéo sur la question de la notoriété aussi. La notoriété en parallèle avec la question des figures d'autorité. On va interroger ces personnes-là de façon à ce qu'ils nous disent ce qu'elles pensent de telle ou telle chose de l'ordre du médical. Moi je m'interroge en quoi ces gens ont compétence à parler de ces choses-là. Moi concrètement, si on me demande est-ce que je prendrais tel traitement, je dirais peut-être ouais non, mon ressenti personnel fait que j'ai pas confiance. Ou je répondrais peut-être ouais bah à défaut d'avoir mieux, ouais je le prendrais. Quelle que soit ma réponse, c'est une opinion, qui est de l'ordre du personnel. Je peux effectivement ne pas la garder pour moi au sens intime du terme, mais l'exposer au dehors, mais ça reste une opinion personnelle, qui m'amènerait à faire, à titre personnel, une chose plutôt qu'une autre. Ça n'est pas un avis. Et ça, c'est une confusion régulière que je vois quand je disais de mettre des choses différentes sur le même plan. En tout cas, des discours de nature différente. Parce que le propos, parfois, il semble identique. Mais c'est la nature qui est différente. L'opinion n'est pas un avis. L'opinion, effectivement, agit à un niveau personnel. L'avis est quelque chose qui est construit de façon à pouvoir orienter une décision. Souvent, l'avis, en plus, fait appel à une instance extérieure de façon à pouvoir prendre une décision.
En l'occurrence, aujourd'hui, l'État se repose sur l'avis de la communauté scientifique et médicale dans son ensemble pour pouvoir prendre des décisions. Ça ne veut pas dire que ces décisions ont été ou seront bonnes, puisque effectivement il y a des avis contraires au sein même de la communauté scientifique, qui font que on ne peut pas à la fois prendre des décisions qui répondent à des avis scientifiques d'une nature, et en même temps à des avis scientifiques qui sont contraires au premier. Mais je dirais que par la synthèse des avis, et peut-être par l'évaluation des probabilités les plus fortes, l'État est amené à faire des choix. Donc l'avis, c'est quand même quelque chose de construit qui résulte, là en l'occurrence, d'un échange, d'une démarche de recherche théorique et expérientielle. Et je pense que le scientifique, il n'arrive pas comme ça devant le président en disant « ouais, moi je crois que ». Non, je pense que en bonne raison, selon voilà, ce qu'on apprend en science, il y a une méthodologie à appliquer et un système argumentatif à développer pour effectivement convaincre, c'est important ce mot, les responsables politiques que l'avis sur la situation qu'on propose est fiable. Donc, partant de là, je pense que on doit bien identifier ce qui est de l'ordre de l'opinion et de l'avis. Robert ou Gérard, qui est dans la rue devant la boucherie, à qui on demande qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel traitement, il peut bien avoir une opinion. Pour autant, est-ce que ça constitue un gage de vérité qui peut permettre effectivement de prendre des décisions précises et de mettre en place une action précise? J'en suis pas convaincu. Une personnalité, si connue soit-elle, du milieu de la télé, du cinéma, de la musique, ou même de la politique, hein, parce que justement, si les politiques se réfèrent au corps médical et scientifique, c'est que eux-mêmes ne sont pas experts en la matière. Donc, quand on a des politiques qui n'ont pas les compétences pour juger de ça, et qui s'expriment sur ces sujets-là, ou des politiques qui se posent comme figure d'autorité parce que il y a un moment ils ont suivi un certain type de traitement et qui vous disent bah je l'ai suivi, je n'ai pas été malade, ou j'ai été malade mais depuis que je l'ai suivi je vais mieux, donc ça marche, ça ne reste qu'une opinion. Le fait particulier qu'une personne a pris un traitement n'engage pas que ça marche. Prendre un traitement et dire je n'ai pas été malade, ça veut pas dire que ça marche. Ça veut dire concrètement que le traitement est peut-être un facteur qui fait que j'ai pas été malade, mais peut-être un facteur parmi tant d'autres. Peut-être que si je l'avais pas pris, j'aurais pas été malade non plus. Puisqu'il y a des gens qui visiblement ne ressentent aucun symptôme. On les appelle les asymptotiques. J'ai été malade, je l'ai pris, je ne suis plus malade. Alors on a effectivement des gens qui contractent la maladie et font état, je dirais, de symptômes relativement légers, et qui guérissent par eux-mêmes, l'organisme les débarrasse du virus très facilement. Il y a des gens pour qui ça se mobilise avec des manifestations de fièvre, de maux de tête pendant 2-3 jours, et puis ça passe. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Donc on peut pas juste se reposer sur ces personnes-là
compte tenu de leur notoriété publique, pour dire qu'ils ont raison. C'est comme si moi je vous disais, parce que j'ai cette bougie à la maison, je ne suis pas malade. Et moi j'ai pas le coronavirus. Je peux très bien dire que c'est parce que j'ai cette bougie à la maison. Bon. Qu'est-ce qui le prouve? Rien. Rien. Je suis peut-être pas malade, tout simplement parce que soit j'ai pas contracté le virus, soit je l'ai contracté de façon asymptotique, tout simplement. Soit peut-être parce que je l'ai eu, et puis j'ai eu un petit peu mal à la tête une journée, et puis ou deux, ou trois, et puis c'est passé. Bon. Mais je vois pas en quoi la bougie que j'ai dans les mains a un quelconque effet sur la maladie ou pas. C'est important de le signaler. Une opinion et un avis, ce sont deux choses différentes, et il n'est pas de personne, toute notoriété qu'elle puisse avoir, qui soit en mesure d'avoir une position plus éclairée que les personnes qui sont compétents en la matière. Donc je vois pas en quoi un homme politique a matière à exprimer, il a le droit d'exprimer une opinion, mais a matière à engager, inviter des personnes à suivre une voie plutôt qu'une autre, alors qu'il n'est pas expert dans le domaine. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me semble important au niveau de la différence qui peut exister entre l'opinion et l'avis et ce que ça peut engager. Je me permets, je me lève 2 minutes pour faire un point sur les mails qui ont pu arriver. Tous les mails arrivés tiennent à la plateforme d'échange entre les candidats, donc sont relatives à des questions de l'ordre du pédagogique, donc ne me concernent pas. Mais comme vous pouvez le voir, je reste attentif à ma boîte mail et j'essaie d'être réactif si effectivement il y a quelque chose qui tombe. Tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait des gens qui essayaient de convaincre. Faites attention aussi avec les convictions. Convaincre, conviction, convaincu, sont des mots qu'on entend énormément en ce moment. Je pense qu'on a oublié de décortiquer ces mots-là et de voir ce qu'ils recouvrent. Convaincre, c'est un mot qui est composé de 2 parties. Alors, ceux qui me connaissent savent que je fais souvent la blague. J'ai tendance à dire que je suis assez méfiant par rapport aux convaincus. Surtout quand ça se passe en 2 mots. Bon. Au-delà du côté amusant, en tout cas moi ça m'amuse, que ça peut avoir, il y a une réalité là derrière. Mais je vais revenir à la forme verbale du mot, à savoir convaincre. Convaincre, ça se découpe en 2 parties, le con et le vaincre. Si on s'intéresse à l'idée de vaincre, on est là pour le coup dans quelque chose qui peut soit avoir une dimension guerrière, soit une dimension compétitive, qui consiste effectivement à remporter une victoire par rapport à un opposant. Donc dans le cadre de la guerre, ça peut être en le tuant, mais dans le cadre plus compétitif, tel que le sport par exemple, ça peut être en étant meilleur, courir plus vite, sauter plus haut, dans une épreuve d'athlétisme, etc., etc. Ça peut être intellectuel aussi, dans des pratiques comme les échecs, par exemple. Quand on bat un ennemi aux échecs, on l'a effectivement vaincu. Alors pourquoi je parle de cette dimension intellectuelle? C'est que convaincre, il y a une dimension qui résonne beaucoup plus avec l'idée de vaincre l'esprit, justement. Puisque convaincre, en fait, c'est se confronter à une idée
d'autrui, une idée développée par quelqu'un d'autre, qui est peut-être argumentée, qui est peut-être soutenue par une méthodologie argumentative, mais convaincre autrui, c'est justement soit pointer du doigt le fait que son idée ne repose pas sur une méthodologie argumentative solide, soit qu'il repose sur une méthodologie argumentative qui fait état de certains biais, donc qui est défaillante. Et c'est lui proposer en général aussi une nouvelle idée qui repose elle-même sur sa propre méthodologie argumentative, qui va être plus forte que la sienne. Si il le reconnaît, c'est pas une question d'adhésion ou de croyance, c'est juste en termes de méthodologie. S'il reconnaît que la méthodologie est suffisamment forte, viable et ne fait pas a priori état de biais, eh ben, il est obligé de reconnaître que les conséquences issues qui résultent de cette méthodologie argumentative et des idées qu'elle met en avant ont une valeur de validité. Ça ne veut pas dire que c'est vrai ou c'est la vérité, mais elles ont une valeur de validité. Et ça, c'est important aussi de faire la différence entre la vérité, comme quelque chose qui serait en soi, et la validité. Donc ça c'est important. Donc, convaincre, c'est cette démarche-là. C'est cette démarche quasiment de vaincre l'esprit. Mais pas forcément au sens négatif du terme, hein, pas forcément au sens d'écraser quelqu'un de façon un peu méprisante, mais justement de s'intéresser à ses idées, de façon à discuter avec lui, de discuter ses idées, de façon à voir quelle est leur valeur de validité et jusqu'à quel point elles peuvent tenir la route. Et si ça n'est pas le cas, de lui proposer quelque chose. Donc finalement, vaincre l'esprit, mais aussi pour l'élever. Donc ça peut être intéressant. Convaincre, ça n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais attention, qu'on soit bien d'accord, ça n'est pas nécessairement quelque chose de positif non plus. Parce qu'il y a, malheureusement ça existe, des gens qui peuvent essayer de convaincre parce que ils ont la capacité oratoire qui leur permet de parler facilement, parce qu'ils ont parfois un relais, un certain nombre de canaux médiatiques qui leur permet de s'exprimer, que ce soit la télé, la radio, les journaux, un blog, voilà. Un youtubeur a, ne serait-ce que par sa chaîne YouTube, cette possibilité-là aussi, etc., etc., qui vont déjà le mettre dans une position où il sera plus à même de convaincre que quelqu'un d'autre. La personne peut avoir la maîtrise méthodologique et argumentative qui fait qu'il paraîtra plus crédible, etc., etc. Tout ça, ça appuie, ça constitue la capacité à convaincre, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça débouche sur la vérité déjà, dans un premier temps, mais qu'en plus que la valeur de validité du propos soit acquise. Quelqu'un qui n'est pas habitué à tout ce qui est de l'ordre de la méthodologie et de l'argumentation peut très bien être convaincu par des arguments et des méthodologies qui sont très faibles en soi. S'il n'a pas l'habitude justement d'être confronté à des systèmes de pensée complexes, il est probable qu'à un moment, il ne voit pas les biais, justement, argumentatifs et méthodologiques qui peuvent exister, et se dire que ça marche. Moi j'ai un exemple comme ça que je connais bien, et puis je sais que ça peut déranger certaines personnes. Une fois j'ai eu l'occasion, sans le savoir, de parler d'une chose avec quelqu'un qui s'intéressait à la philosophie,
et comment ça marchait, est-ce que ça pouvait s'appliquer à d'autres domaines. Et puis, pas de bol, dans le cadre de cette discussion, il y avait quelqu'un, quelques mètres à côté, qui croyait au chamanisme. Alors j'ai rien contre les gens qui croient au chamanisme, mais qui s'est senti touché personnellement. Donc ce sont ses convictions personnelles, convictions, qui étaient plus d'ailleurs des croyances, qui ont été touchées. Le propos que j'avais était simple. On m'a posé une question concernant le père de ce qu'on va appeler le spiritisme, à savoir Allan Kardec. Est-ce que j'en pensais? Bon. Moi, Kardec, j'en ai lu un petit peu. La personne, je lui ai répondu très simplement. Allan Kardec, c'est génial. Méthodologiquement, on peut accepter plein de choses quand on lit Allan Kardec. À une chose près. Les fondations de sa théorie. Toute théorie repose sur des a priori. On est obligé de prendre des choses qu'on pose comme a priori pour pouvoir développer quelque chose. Si demain vous voulez envisager une théorie, quelle qu'elle soit, relative à l'univers par exemple, c'est très compliqué aujourd'hui de ne pas poser pour a priori les lois de la gravitation par exemple. Bon. Si vous le faites, ça veut dire qu'il faut que vous remettiez tout un paradigme en cause. Donc avant de faire votre théorie, vous allez déjà devoir faire ça. Si vous voulez inscrire votre théorie dans le cadre d'un paradigme, de ce qui existe, et ben effectivement vous devez accepter que les corps chutent à la même vitesse, etc., etc. Théorie de la gravitation. Et puis je dirais même que vous allez devoir accepter aussi des choses qui sont de l'ordre de la relativité générale, qui a été éprouvée un certain nombre de fois et qui, à quelques exceptions près que sont la plupart du temps les singularités, arrive à expliquer quand même la majeure partie des phénomènes. Donc, des a priori, on est tous obligés d'en poser. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas la roue, on part de l'idée que certaines choses ont été suffisamment éprouvées pour être solides, et on part de ces bases qu'on considère comme solides pour établir une théorie. Donc ça veut dire que les a priori, c'est pas gênant en soi. Parfois on entend dire oui, t'as des a priori, c'est mal. Non, c'est pas mal. Enfin au sens philosophique, un a priori c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, un a priori bien élaboré, ça donne, c'est un pilier. Ça donne de la force à votre argumentation parce que ça va la soutenir. Maintenant, si le pilier il est en mousse, effectivement là c'est problématique. Et chez Allan Kardec, c'est un peu ce qu'on retrouve par exemple. C'est-à-dire que vous allez avoir des arguments qui vont vous expliquer pourquoi les esprits peuvent passer à travers les murs, mais pourquoi s'ils se baladent au premier étage, ils se retrouvent pas à passer à travers le plancher et à descendre au rez-de-chaussée, ce genre de choses. Vous allez avoir des choses sur leur manifestation, leur capacité à déplacer des objets, etc., etc. C'est très intéressant d'un point de vue argumentatif, sauf que si on s'intéresse effectivement aux a priori, c'est-à-dire en général aux 15 premières pages de l'introduction de ces ouvrages, on s'aperçoit que les a priori ne sont pas solides. Les a priori, en fait, sont très simples. Ils partent de l'idée très simple que, de base, de toute façon, les esprits existent, et qu'ils ont un pouvoir d'interaction avec le monde des vivants. Sans jamais le prouver. Donc, dès l'instant où on a dit qu'ils existent et ils interagissent avec le monde, on peut leur faire tout et n'importe quoi. Mais si on remet en cause ces deux choses-là, tout ce qui reste du bouquin, ça ne marche pas. Moi, je peux très facilement vous faire une théorie
qui met en évidence toutes les facultés qu'a le Père Noël, si effectivement je prends pour a priori que le Père Noël existe. Or, s'il n'existe pas, j'aurais pu écrire 50 volumes sur le Père Noël, ça garantira pas son existence. Donc, il faut toujours s'intéresser au fondement des choses. Vous n'allez pas bâtir un toit, des murs, sur un terrain où il n'y a pas de fondation. Pour qu'une baraque ça tienne, il faut qu'il y ait des fondations. Il faut qu'elles soient réelles et solides. C'est pareil dans n'importe quelle discipline. Donc, il faut se rappeler de ça. C'est important. Tout propos qui a des fondations beaucoup trop légères doit être mis en question. Nécessairement. Bon. Donc, les convictions doivent avoir une méthodologie, un système argumentatif suffisamment fiable à la fois pour convaincre les autres parties, mais aussi pour se convaincre soi-même. Parce qu'il y a un moment, quand on dit « je suis convaincu », parfois c'est pas parce que voilà, on nous a forcé à adopter une idée, c'est aussi parce que nous-mêmes on a réfléchi et on s'est convaincu que notre idée de base n'était pas bonne, qu'elle présentait des limites, que la stratégie argumentative et méthodologique qu'on avait mobilisée présentait des failles, et que elle est perfectible, et on revient, on réfléchit, et on a une nouvelle conviction. Donc il y a une dimension aussi évolutive, parce que le problème aussi qu'on a régulièrement, c'est de voir la conviction comme quelque chose qui, dès lors qu'on est convaincu, c'est bon, on sait. C'est quelque chose qui serait quasiment de l'ordre de la connaissance immuable et non évolutive. Or, c'est justement la conviction un processus, donc quelque chose qui est en déploiement et qui doit le rester et qui doit être évolutif. Si c'était immuable, on serait plus dans la conviction, on serait dans la certitude. Alors c'est vrai que, comme je le disais, dans une période où on vit une crise d'incertitude, la certitude c'est rassurant, mais la stabilité n'est pas gage de vérité. Et quand on se bloque justement à considérer certaines choses comme des vérités alors qu'elles n'en sont pas, on fait, je dirais, l'économie de toutes les possibilités d'explication qui peuvent exister en parallèle de ce sur quoi on se centre exclusivement. Donc, en général, les gens qui ont des certitudes bien établies, ils sont souvent en très grande capacité de mener des gens, mais pas forcément toujours en bonne capacité de les mener là où il faut. Parce que de leur certitude fait qu'ils ne démordent pas, ils sont amenés à dire c'est comme ça, et vous me suivez ou vous me suivez pas, mais cela n'engage pas nécessairement que la voie qu'ils tracent soit la bonne. Donc, ayez bien à l'esprit, par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans les systèmes d'information, que d'un côté on a la mobilisation de toute une panoplie, toute une catégorie de personnes allant de l'individu lambda à l'individu qui a plus ou moins de notoriété dans un domaine ou un autre, qui n'expose finalement la plupart du temps que des opinions personnelles, et non pas des avis construits qui permettent effectivement d'engager une décision adaptée à une situation précise, et que les personnes qui font état, c'est un état d'âme, hein, en disant qu'ils ont des convictions, qu'ils sont convaincus, sont très souvent des personnes qui n'ont pas fait l'épreuve de la dynamique relative à la conviction, qui passe par le fait de remettre en question, réélaborer, accepter une autre idée, etc., refonder
mais qui ont plus, par croyance, accepté une de leurs idées personnelles qui leur paraît forte, ou l'idée de quelqu'un d'autre qui leur paraît aussi très forte. Machin a dit, c'est quand même quelqu'un qui a toujours été sérieux, je suis convaincu qu'il a raison. Ça, c'est pas une conviction, c'est une croyance, c'est une adhésion au mieux, l'adhésion à la parole de telle ou telle personne, parce que, effectivement, on a peut-être un certain respect pour lui, parce qu'il a fait un certain nombre de choses par le passé, etc., etc. Mais ça n'est pas une conviction. Et là, on tombe malheureusement, justement, dans ce que moi j'appelle le convaincu, alors souvent au sens de la blague, mais malheureusement, ça a une réalité forte et triste, c'est que ces gens qui disent parfois avoir une conviction et être convaincus, le sont en deux mots. C'est-à-dire qu'ils ont été vaincus, sans reconstruire derrière, vaincus par une idée qui les a séduits, mais sont restés, malheureusement, je suis désolé, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais sont restés à ce niveau-là et font la connerie, donc sont cons, font la connerie de ne pas se servir de ces idées-là qui ont peut-être bouleversé leur système personnel de pensée, mais ne font pas l'effort non plus de réévaluer ces idées qui sont toutes nouvelles, de façon à reconstruire ce système de pensée. Donc en fait, ils sont vaincus à la pensée de l'autre, soumis à la pensée de l'autre, et parce que monsieur un tel ou madame un tel, ou voilà je ne sais qui, dit quelque chose, ils s'y soumettent, tout simplement. Donc, de la conviction naît les convaincus. Mais il faut faire attention quel type de convaincu. Ça, c'est important. Je m'arrêterai là, parce que la vidéo doit déjà être bien longue, et cette discussion sur les convaincus, les convictions, éventuellement les certitudes, amène à un autre problème, que j'évoquais plus ou moins en filigrane de cette vidéo, à savoir qui croire finalement, à savoir quel est le pouvoir de persuasion que peuvent avoir certaines personnes via leur notoriété et via, je dirais, le statut de figure d'autorité qu'on peut leur concéder. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Pour ceux qui voudront regarder la deuxième partie, je les laisserai y aller par eux-mêmes. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.